je passe à la deuxième partie du cours qui est un peu plus technique, mais je veux discuter avec vous l'efficacité des fils. Donc, je l'ai déjà vu avec vous. La manière la plus classique de coder une file, c'est comme ça. Ça prend environ 2 minutes, ce code-là. Ici, je fais que ajouter la valeur 9 en millions de fois et je la retire. Si vous utilisez cette structure, vous êtes à 0,2 secondes. Et il y a aussi une troisième structure que j'ai essayé avec vous. Avec celle-là, de mémoire, vous êtes à 1 minute, non, à 2 secondes. D'accord? Donc vous voyez que la différence de performance est quand même énorme. Ça peut aller de 0,2 secondes à 2 minutes quand même. Et je veux aller plus en détail sur cette question pour comprendre pourquoi ce phénomène-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chose. Donc, une première question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut gagner quelque chose si je prends le code de départ, mais je lui ajoute, je lui donne une taille de n dès le départ. Je vais voir si ça améliore quelque chose. Ça veut dire, je prends le code à droite. Ici, c'est quoi le problème? Peut-être que, en fait, je suis en train d'investiguer le problème. Ici, je démarre avec une file vide et à chaque fois, j'ajoute quelque chose. L'opération d'ajout, derrière, ça peut entraîner des choses qu'on ne maîtrise pas. Il a peut-être besoin de redimensionner des tableaux, ça peut coûter. Donc, si jamais le problème vient de là, on doit regarder. Donc, je suis sur ce slide-là, la 4e implémentation. La seule chose qui change, voilà, je laisse en millions. Donc, regardez. C'est le même code à gauche et à droite, je pense, d'accord? Donc, excusez-moi. Là, c'est clair, c'est le même code. Mais avec cette différence-là, quelle est la différence? Ici, à gauche, on fait ça, et à droite, je fais ça. Ça change quoi? La seule différence, c'est que, donc ici, je mets 9. Dès le départ, je lui demande d'initialiser un tableau avec n cases dès le départ, d'accord? Donc ici, je ne fais que fixer les valeurs, si vous voulez. Mais bon, pour être tout à fait honnête dans la comparaison, on doit démarrer avec ça. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais je connais la taille de la liste dès le départ. Je ne fais pas de append, vous me suivez? Ici, donc, OK. Comme je sais qu'avec 1 million, ça prend 2 minutes, je vais essayer une valeur plus petite pour pouvoir comparer. Voilà, 4 secondes. D'accord? Ici, je vais faire la même chose. Je vais voir, on ne sait jamais. Des fois, des petites modifications de code qui peuvent paraître anodines peuvent avoir un impact sur l'efficacité. Merci, bien sûr. Bien sûr. Je dois mettre à jour les slides aussi. Pop 0. Merci. Donc j'étais à 4 secondes. Toujours à 4 secondes. Donc cette petite astuce, ça explique pas la chose, mais je peux me demander, est-ce que si je peux initialiser dès le début, je commence même à tricher. Ça veut dire, au lieu de l'obliger de faire cette boucle, ici je mets 9, dès le début. Je triche. Mais quand même, je suis obsédé par l'efficacité. Même si je triche, non, ça pas aide. Ça aide pas. Donc, apparemment, avec cette structure telle que je peux l'utiliser, on ne peut pas aller plus loin. D'accord? Donc, on est obligé de
On est obligé de chercher d'autres structures. J'ai déjà évoqué avec vous tout à l'heure, donc j'ai déjà évoqué. Ça, c'est la structure la plus rapide, vous l'avez vu avec moi. Ça, c'est la structure de base. Ça, c'est la plus rapide. Ça, c'est raisonnable. Mais moi, je veux aller plus loin quand même. Bon, je peux proposer une autre manière. Donc, je pars de ça. Et je me pose la question suivante. Le problème vient des opérations pop et append qui peuvent nécessiter des opérations assez complexes derrière. Il peut avoir besoin de décaler son tableau. Ça doit venir de ça. Et je me demande si on peut remplacer pop et append avec des manipulations de complexité unitaire. Parce qu'on ne sait pas ce que pop et append peuvent faire sous le capot. Et voilà, disons que je veux exécuter ce code-là, mais cette fois-ci, c'est moi qui va implémenter l'initialisation de la file. Je vais implémenter ça, et je vais implémenter pop-tête, vous comprenez? C'est moi qui va faire ça. D'accord? Bon. Comment on va faire ça? Vous allez m'aider peut-être. Ok. Qu'est-ce que je veux faire? N égale, je prends la même valeur. Ok. Je vais copier ça, si vous voulez. Je veux exécuter ce code. Au lieu de ça, je veux l'appeler ajouter. Je veux une fonction qui s'appelle ajouter que je code moi-même. Toutes ces fonctions vont jouer sur une file globale. Somme égale 0. Au lieu de file pop, je l'appelle pop tête. D'accord? D'accord. Et avant ça, j'ai besoin de init file pour initialiser ma file avec une valeur de n. Init. Je vais écrire comme ça, si vous voulez. Peut-être c'est d'accord. Init file de n. Mon objectif, c'est de faire fonctionner ce code Python. Des questions jusqu'ici? Mais c'est moi qui va jouer avec la structure derrière. Comme ça, je suis sûr, je sais ce qu'il fait. Parce que c'est une différence entre savoir exactement ce qui se passe lorsqu'un bloc de code est exécuté et ne pas trop savoir ce qu'il fait derrière. Lorsque vous appelez file append, vous savez pas ce qu'il fait, vous comprenez? Ou lorsque vous appelez pop, je soupçonne que le pop, c'est sûr, le pop il oblige de décaler tout le tableau. Alors qu'au lieu d'avoir une opération de complexité unitaire, il décale tout. Comment je vais travailler ça? Voilà ce que je vous propose. Voilà. Je vais dire comme ça. Ici, c'est du commentaire. Je vais avoir ma file comme une liste. Toujours comme une liste ou un tableau. A, B, C, D, E. Mais comment je vais jouer sur cette liste? Ici, je vais avoir un indice que j'appelle premier qui pointe vers le premier de la liste. Si c'est comme ça, ça c'est mon premier élément. Ça veut dire que A, il a déjà été servi, si vous voulez. Je peux avoir... n'hésitez pas à m'interrompre si vous ne suivez pas. Je peux avoir un deuxième indice ici que j'appelle dernier. Donc du coup, lorsque dans cette configuration-là, ma file c'est ça, B, C, D. Lorsque je veux faire pop tête, qu'est-ce que je dois faire? Je renvoie B et le premier, qu'est-ce que je dois faire? Il se décale d'une unité. Mais c'est pas la liste qui se décale, parce que ça peut coûter. C'est juste un indice qui se décale. Donc ça, il se décale comme ça.
comprenez? D'accord? C'est sûr, cette opération, elle a un coût unitaire. Ça peut pas être autre chose. Lorsque je veux... donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça ma liste. C'est pas très efficace en termes d'espace, parce que les A et B, ils sont jamais vraiment virés de la liste. Mais je suis obsédé par l'efficacité en ce qui concerne le temps de calcul. Si je veux ajouter encore un élément dans la liste, là, pour ajouter E, qu'est-ce que je fais pour ajouter E? Je déplace, d'accord? Je déplace le dernier. Tac. Comme ça. Donc, toutes les opérations d'ajout ou toutes les opérations d'ajout ou de pop vont jouer que au niveau de ces deux indices. Ok. Par contre, il y a une file. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Par contre, il y a certaines choses à voir. Si jamais la file a une seule valeur, si jamais il y a une seule valeur dans la file, disons que j'ai une seule valeur C dans la pile, dans ce cas-là, en fait, excusez-moi, je peux avoir A, B, C peuvent être là, mais si jamais j'ai le premier pointe vers C, et si le dernier pointe vers le même C, ça veut dire quoi? Je me suis V ici. Oui, le premier, c'est le même avec le dernier. Ça veut dire que ma file contient une seule valeur, C. Là, si j'appelle, dans cet état-là, si j'appelle pop, un truc bizarre va se passer. Lorsque je fais pop, je décale le premier. Donc, je le décale vers une valeur qui n'est pas là. Donc, en fait, je me retrouve en fait avec une liste vide parce que je viens de retirer le seul élément. Et lorsque la file est vide, avec cette implémentation-là, avec cette logique-là, avec cette logique-là, file vide, ça veut dire premier supérieur au dernier. Bon, c'est un peu tordu peut-être, mais si jamais le premier est supérieur au dernier, ça veut dire qu'il n'y a rien dans la file. Je ne sais pas si vous me suivez sur ces aspects-là. On fait une pause de 3 minutes peut-être. Qu'est-ce que vous pensez? Ça va? Donc on va coder les choses avec cette logique-là. Ok, des questions? C'est bon? L'initialisation de la file. Ok. Def init file. La taille. Ok. 2 points. Attention, lorsqu'on travaille avec là, on va travailler avec des variables globales. Comment dire? Lorsque, là, si je m'amuse à écrire ici, si je m'amuse à écrire file égale, si je m'amuse à écrire ça, c'est correct. Sauf que si j'écris comme ça, il va comprendre que file, c'est une variable locale dans la méthode, dans la fonction initFile. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup d'études de Python. Est-ce que vous connaissez comment on peut surmonter ce problème? Si vous écrivez par là un truc genre file égale ça, c'est pas suffisant. Intuitivement, c'est correct. C'est comme ça que j'aurais vu les choses et c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de langages.
Parce que maintenant, RCP 106 c'est une valeur axée aussi sur la pratique. C'est pas par défaut, c'est pour ça qu'on fait des TP. Il faut écrire global fill. Et comme ça, il va comprendre que à chaque fois qu'il voit la fill dans cette fonction, c'est une variable globale. Et global, premier et dernier, si vous voulez. Donc je connais la taille max de la fill. Bon, le premier au départ, ça peut pointer vers 0. Mais par contre, attention, si je laisse dernier égale 0, il va comprendre qu'il y a une seule case dans la file. Donc, c'est un peu tordu, mais je dois mettre moins 1. Comme ça, il va voir que c'est une file vide. Qu'est-ce que je dois? Init fill, je l'ai fait. Il me manque ajouter et pop tête. Sauf si vous avez des questions, def. Pop tête. Pop tête. J'ai pas besoin de pop tête 0. C'est pop tête, vous comprenez? Il n'y a pas d'argument. Je récupère pop tête. 2 points. Pareil, je dois copier global fill. Et après, je vais dire, je vais récupérer pop tête. Je peux voir tête comme une variable globale. C'est qui? Fill de qui? La tête. Non? Oui. Tac. Et pour enlever le premier de la fill. Oui. Premier. Je peux pas écrire ça sous Python. Je dois écrire ça, vous comprenez? Et return tête. Avec ça, lorsque vous voyez ici pop tête, vous savez ce qui se passe sous le capot. Il fait ces 3 choses qui peuvent pas coûter plus que 3 opérations élémentaires. Vous savez qu'il s'amuse pas à décaler qui que ce soit. Donc c'est des coûts unitaires et il manque ajouter. Def. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui, global fill, premier aussi. D'accord. Def ajouter. Ici, je dois lui donner une valeur à ajouter. L'ajout se fait à la dernière case. D'accord. Donc la première chose, on incrémente le dernier. Parce que l'ancien dernier n'est plus à jour. J'augmente dernier d'une unité. Ah, global fill dernier, d'accord? Et je fais fill de dernier égale valeur. Question? Donc en principe. Pardon? Je n'ai pas vérifié la taille, mais on devrait la vérifier pour faire le code complet. Mais pour gagner un peu de temps, comme je sais que les boucles que je fais ici sont à chaque fois de la bonne taille, c'est la version la plus simple imaginable. Pour faire un test, donc vous voyez ça. Ah, merci, ici. Okay. Donc je vais commencer avec une valeur plus petite parce qu'on ne sait jamais. Quand on exécute un programme pour la première fois, ça peut planter pour des raisons qu'on n'imagine même pas. Donc, on va croiser les doigts et j'exécute. Il m'a affiché cette somme qui vaut 20 fois 9. Ok? Bon, la vraie question, je prends le n d'ici. Et là, de mémoire, on était à 4 secondes. Avec 7
implémentation là, d'accord? Je suis à 0,11. D'accord? Je rappelle la structure la plus rapide. C'était celle-là. Avec celle-là avec 1 million, elle est à 0,2 secondes pour 1 million. Donc, je mets 1 million et ma référence c'est 0,2 secondes pour la plus rapide structure fournie par les bibliothèques Python. Je me compare avec ça. Ok, c'est pas vraiment plus rapide, mais quand même, j'ai amélioré la question de départ. Ce qui vous dit que cette structure-là, elle est bien efficace quand même. Parce que ici, on sait ce qui se passe lorsque ce bloc de code est exécuté. Qu'est-ce que se passe? Pour chaque opération que vous voyez, c'est ce genre de trucs qui sont exécutés derrière. Après, peut-être que c'est plus rapide avec ça, parce que c'est peut-être méga optimisé le code derrière, et il peut même faire appel à des bibliothèques du langage C qui sont intégrées dans Python pour l'efficacité. Parce que par la suite, je peux me poser une question qui est pour moi loin d'être anodine. On garde ça en tête comme question. Est-ce que c'est beaucoup mieux si on passe à un langage comme le C? Déjà, est-ce que vous avez une question ici? J'espère que vous avez compris la manipulation que j'ai faite. Vous avez l'air assez convaincu des questions. Donc, je viens de faire fonctionner ce code. Et là, je sais ce qui se passe derrière chaque opération. Je suis plus dans le flou, comme avec les structures données par le langage. Je veux essayer la même idée, mais en utilisant le module array. Donc, par défaut, il n'y a pas de tableau array sous Python. Tout ce que j'ai utilisé ici, en fait, c'est une liste. Mais en array, c'est une zone de mémoire contiguë de n cases où on met des valeurs de même type. Alors que la liste, c'est un truc plus complexe. Et le module array, il est implémenté sous Python comme une surcouche de tableau C. Voilà comment voici l'initialisation. Parce que le reste du code peut rester le même. Il faut faire array. Et ici j'appelle first, last, si vous voulez, premier ou dernier. Et au lieu de décrire ça, qui est une liste, on va écrire un truc comme ça. Je vais l'écrire. Ça, c'est le type de données à mettre dans le tableau, dans le array. Ok, donc je prends ça. C'est la version numéro 6. Avec array. Import array. Tac, tac, tac. Là, tout ça reste pareil. Sauf que ma file n'est plus une liste, c'est un array. J'ai écrit array.array, un truc bizarre comme ça. Parce qu'en fait, c'est array de la bibliothèque array, la classe array de la bibliothèque array. Le type de données i pour entier, integer en anglais, virgule taille. On se rappelle, on était à 0,3 avec la liste d'origine. Là, je passe par une surcouche du langage C. En théorie, ça devrait accélérer les choses parce que derrière la file est une structure beaucoup plus simple, beaucoup plus directe, une zone de mémoire avec des cases de même type. Mais comme les dieux de l'informatique sont capricieux, Dieu seul peut savoir si c'est plus rapide ou pas. Ou bien ceux qui ont travaillé toute la semaine sur ce genre de truc.
Ah, tac, 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 tac. Il y a un problème ici. Oui, tac, tac, tac. Oui, on ne peut pas écrire comme ça. C'est moi qui ai écrit trop vite. La syntaxe, c'est ça. Ici, je mets la valeur 0. Il faut écrire comme ça. 0 fois taille, je m'excuse. C'est comme ça qu'il faut initialiser le array. Il met 0 partout. Par contre, c'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec cette bibliothèque-là. On est obligé d'initialiser le array. On aurait pu gagner sur cette question-là, mais on ne peut pas. J'avais regardé. Bref. J'ai pas. Ça m'a pas aidé. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Sachez qu'il y a aussi une autre bibliothèque, Neum Python. Mais celle-là, il faut la télécharger. Elle n'est pas distribuée par défaut. Apparemment, celle-là, elle peut avoir des avantages. Mais pour l'instant, j'ai pas pu améliorer la chose. Des questions? Par la suite, on peut utiliser, je vais pas faire tourner ce code-là, mais par exemple, si vous utilisez array, sans passer par des fonctions, vous pouvez écrire le même code de cette manière-là. Là, on n'utilise même pas de fonctions. On peut essayer. La différence, c'est qu'ici, on l'initialise avec... donc, on peut tester ce truc. Ici, on initialise l'array avec du vide. Et on fait une extension à chaque itération. On ne va pas gagner avec ça, mais sachez que ça, c'est possible. Ok, mais du moment où je fais une extension de l'array, je pense que je ne gagne pas. Vous voulez qu'on teste ça? Donc, vous comprenez? Je peux initialiser ici à vide. Et lorsque je fais ajouter, avant de pouvoir faire ça, je dois faire une extension du tableau. Donc ici, je vais être obligé de faire fil.extend, mais j'ai vraiment peur de extend. Parce que si je commence à utiliser extend, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il fait derrière. Et je pense qu'il va faire des décalages. Je ne sais pas, il va refaire une allocation mémoire, un truc. Ça, je ne crois pas que ça puisse améliorer, mais je vais faire fil extend d'une case. Je peux toujours essayer. Laissez-moi voir avec 10 valeurs. Avec 10 valeurs, c'est bon. J'étais à 1 million. On a perdu. Je répète, on a perdu parce que ce type d'opération, je extend, des fois il doit refaire des initialisations mémoire, il doit copier des plages de valeurs, d'accord? Donc ça c'est la version la plus rapide. D'accord? Donc pour 1 million, je suis avec ça à 0,36 et j'étais à 0,2 avec j'étais à 0,2 avec cette structure. Question? Ok. Et n'oubliez pas, avec la structure de départ, si je mets 1 million, j'étais à 2 secondes. D'accord? Donc 2 secondes, 0,2, 0, donc... Ok, vous comprenez. La question la plus grave que je peux me poser, je sors un peu du Python, j'espère que ça ne va pas vous gêner, parce que connaître un peu de C ou de Java à côté de Python, ça peut pas faire du mal à quelqu'un qui travaille en informatique. Je ne vais pas vous interroger sur le langage C,
ne vous en faites pas, mais je veux faire plus ou moins la même chose que tout à l'heure, mais en C. Vous comprenez, donc là, Q file size max, ça va être N. Q en filet, c'est ce que j'appelle ici ajouter. Q défilé, c'est pop. Q vide, ça m'indique si la chose est vide ou pas. Et ici, vous avez l'implémentation de ces fonctions-là en langage C. Regardez par exemple ça. Ça revient à ce que j'appelle ici ajouter. Sauf qu'en C, j'ai pas besoin de déclarer ça. Au lieu de dernière plus égale 1, j'ai dernière plus plus, d'accord? Une incrémentation, et au lieu de fil à la case dernier, je mets valeur. Q dernier, je mets X. X est la valeur. Bon. OK. Et là, je vais récupérer ce code-là. Je dois l'avoir déjà. Tac, 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 tac. OK. Je vais l'appeler file. Oui. Une file en langage C. OK, je me place à droite. J'ouvre la file .c. OK. Donc, c'est le même code que ici. Bon. Si vous voulez, au lieu, si je mets ça, si vous voulez, ça peut aider. J'appelle ça N, d'accord? Et je mets 1 million, d'accord? 1 million. Ça, c'est la même chose que ça, d'accord? J'ajoute la valeur 9. Je fais la somme. Ici, j'écris tout à fait la même chose qu'à droite, si vous voulez. J'ai pas besoin de Q vide, ok? Est-ce que c'est clair pour tous ou... Et ici, pop tête, je le fais en 2 opérations. Je récupère la tête et ensuite je défile, d'accord? C'est bon? Donc, le programme à droite, il est censé faire la même chose que le code Python à gauche. Je compile le truc. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Je m'excuse. Alors, 24, ça. Il n'a pas trouvé somme. Je mal écrit. Q défilé, non? Ça doit être un truc tout bête. Ah. Une petite accolade. Ne vous en faites pas. Il manquait une accolade. Et là, c'est bon. Je compile avec une option d'optimisation du code. Et le temps d'exécution, je vais l'avoir avec time. Donc, la solution la plus rapide, elle était à 0,2 secondes pour 1 million. Voilà. Je suis quand même à 0,06. Ok. J'augmente le n par... J'arrive à 10 millions. Je vais voir d'abord si le programme... Je vais voir si le C arrive à s'en sortir avec 10 millions. Il est à 0,02. Et je prends la solution la plus rapide que j'avais sous Python, qui était ça. Et je mets 10 millions. Pardon. Python, c'est ça. 1,6, quand même
versus 0,03. Je sais pas, donc pour voir une différence, je sais pas. J'essaye même 1 milliard en C. C'est 1 milliard. Donc je sais pas. Il le fait presque tout de suite. Je sais pas. Non, pardon, non, j'ai pas compilé, je m'excuse. Je compile. Oh, ok, pour 1 milliard, il a pris 1 minute 18. Pardon, 1 seconde 18. Si je mets ici 1 milliard... corrigez-moi. Donc j'étais quand même à... Le programme c'est... Ok, 1 seconde et quelques. Python. On est d'accord. Je ne sais pas s'il va finir d'ici ce soir et c'est la solution la plus rapide que j'ai trouvée avec Python. Donc, pour moi, c'est clair. Si jamais vous avez l'efficacité, si jamais l'efficacité est vraiment essentielle, pour certaines choses, ça veut dire des manipulations de graphes, des choses pas trop complexes, vous ne faites pas de la fouille de données, je ne sais pas. C'est mieux comme ça. Des questions? Ok. Donc, vous avez le code ici. Je ne vais pas passer aujourd'hui à d'autres sujets. Sachez que si vous voulez faire un parcours en profondeur, il faut juste remplacer la file avec la pile, mais on va voir ça la prochaine fois. Mais moi, j'ai une dernière curiosité que j'ai pas testé. Qu'est-ce que vous pensez du langage Java? Je prends ce truc-là. Je vais finir avec ça pour savoir où se situe Java par rapport à Python et à C. Donc, je vais mettre ça dans un fichier.java. Donc, je passe au Java. Dans Java, il faut déclarer une classe, ne vous embêtez pas. Ici, int n, je l'écris comme ça. Je laisse d'abord 10 millions, ou je sais pas. Je laisse d'abord 1 million, comme ce qu'on avait au début sous Python, d'accord? Ici, il me faut un tableau. Sous Java, je dois écrire égal new. Il faut écrire comme ça, ne vous embêtez pas. Le premier. Java, c'est un langage très verbeux. Il faut écrire toutes sortes de mots-clés bizarres, mais dans l'essentiel, c'est le même code que le code C. Cette fonction-là, c'est pareil, mais il faut ajouter ce mot-clé statique. Je ne sais pas si vous avez fait du Java. Ah, pardon. Et au lieu de main comme ça, public, static, void, main. C'est un truc plus bizarre. J'imagine que vous avez déjà touché au Java, non? Sinon, c'est une extension du C++, qui est une extension du C. Le code actif est le même, regardez, que pour le programme C. Si vous avez fait du C. Tac. Et au lieu de println, il faut system out println. Somme. Faut écrire comme ça. Je ne vais pas vous torturer avec la syntaxe du Java, mais sauf erreur de ma part, je viens de traduire le programme C en Java, c'est pas trop dur. Ok, je vais voir si ça compile. Ah, il n'y a plus d'étoiles.
Tac, c'est comme ça. Petit détail. Ok, il veut en return. S'il n'y a pas de return, bon, je mets void. Je le compile et j'exécute. Time Java, donc n égale 1 million, comme pour le programme Python. Il arrive pour 1 million à le faire en 0,001 quand même. C'est moins rapide que le SEM. Donc mais donc je passe à 1 milliard. Parce que donc d'accord, il est quand même à 0,1. Pour le plus rapide Python, pour la même valeur, ça veut dire 1 million. La solution Python la plus rapide, elle était à 0,23, d'accord. Le Java, il est à 0,01. Donc le Python, il est juste 2 ou 3 fois moins rapide que le Java. Et si j'ose passer le Java à 1 milliard, pour me comparer avec le C il était où pour 1 milliard? Il était à 1 seconde de mémoire. Ah, il faut recompiler, désolé. Bon. Il est out of memory. Alors qu'en C, j'ai pu le faire. Pourquoi c'est un peu trop? Je compare alors sur 10 millions. C'est Java avec 10 millions, d'accord? C'est ça? 10 millions. Je compile Java. 0,12 1 million. Je passe au C. Pour 10 millions, pardon. Ça, c'est 10 millions, d'accord? Le SEM. C'est le dernier test que je fais. Et j'exécute le SEM pour 10 millions. 0,02. Java, c'était 0,12. Java, il était à 0, oui. Et la plus rapide bibliothèque Python pour 10 millions. C'est une autre échelle, quand même. Python est derrière. Derrière le C, derrière le Java. J'ai pas triché, vous m'avez vu coder toutes ces choses-là. Et après, je sais pas si on peut faire plus rapide que le C, mais plus rapide que le Java, je pense que c'est possible, mais je ne sais pas si vous le saviez, au début de l'informatique, moi j'ai connu le Java, disons, au début de sa conception, en 1998-19, il était vu comme un langage très 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 lent. Le temps a passé, ils ont beaucoup amélioré les choses et aujourd'hui, il est plus ou moins capable de faire de la compétition au langage SEM. Donc du coup, peut-être que d'ici 10 ans, Python va réussir la même chose. Quoique, ils ont eu beaucoup de temps pour s'améliorer quand même. Et, apparemment, pour d'autres questions, le Python, il est quand même très très utilisé par des gens qui travaillent avec du big data. Parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques pré-codées, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais je pense que pour des opérations plutôt basiques sur des graphes, sur des choses pas trop complexes quand même derrière, comme structure, c'est toujours le C qui est le plus rapide, et même le Java, il se débrouille. Vous l'avez vu. Donc, c'est ça ma conclusion. Oui?
Oui, je vais passer pour un amateur, mais je vais vous dire que moi non plus, je ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi? Parce que le compilateur de Python de Java, c'est des boîtes noires qu'on peut pas trop ouvrir. Donc, on peut pas trop savoir, mais on peut quand même essayer d'avoir de l'intuition. Le langage C, il a été conçu dès le départ pour qu'on sache d'une manière très très claire ce qui se passe lorsqu'un bloc de code est exécuté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque j'ai écrit ici une file de taille n, en langage C, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va chercher en mémoire une zone de mémoire qui aura une taille de n fois 4, parce qu'en entier il est codé sur 4 octets. Je sais ce qu'il va faire. Il y aura une zone de mémoire de taille n fois 4, et lorsque je lui demande la valeur 7 du tableau, il va aller dans cette zone de mémoire, il va se placer à l'indice 7, il va me donner la valeur, et le principe du C, c'est tu payes pas pour quelque chose que tu n'utilises pas. Ça veut dire, on est très très près du langage machine presque. On sait ce qui se passe derrière. Par contre, là, sous Python, on n'est plus du tout dans cette logique. Parce que là, avec ça, il y a des structures de données beaucoup plus complexes. On ne sait pas comment elles ont été codées. Et à ma grande surprise, je dois l'avouer, j'ai testé avec vous cette version où j'utilisais le array, qui devait être une surcouche du tableau C, qui aurait dû minimiser les coûts. Apparemment, mine de rien, c'est une surcouche du tableau C, mais c'est quand même une surcouche. Ça veut dire on paye pour tout ce qui existe en C, et on paye pour la surcouche, quand même. Oui, en tout cas, il y a une douzaine d'années, la réponse à cette question aurait été oui, sans aucun doute. Le fait d'avoir un langage interprété, ça doit freiner les choses. Mais par contre, avec d'autres langages que j'ai pu connaître récemment, comme Julia, qui est aussi un langage interprété, apparemment, ils ont optimisé l'interpréteur d'une manière obsessionnelle, jusqu'au point où ils arrivent à ne plus subir, à ne plus ralentir la chose, le fait que ça soit interprété. Parce qu'ils peuvent utiliser plusieurs fils d'exécution en parallèle pour faire des choses, et je sais qu'ils peuvent faire des choses, genre il y a une boucle qui s'exécute, et comme c'est interprété, ils regardent la boucle qui s'exécute, et ils changent le code compilé pendant l'exécution. Donc ils sont capables de gagner du temps, parce qu'ils ont vu comment s'exécute une boucle, et ils changent la compilation de la boucle pour l'accélérer pendant l'exécution. Ce qu'un langage précompilé comme le C ne peut pas faire. Le langage C, il fournit un code et il l'exécute. Mais un langage interprété, il peut, pendant l'exécution, regarder comment le code s'exécute pour le recompiler pendant l'exécution. Ce que vous voulez dire, c'est que maintenant, les langages interprétés, ils peuvent s'avérer encore plus efficaces qu'un langage compilé. J'ai compris qu'aujourd'hui, ça c'est possible. Avec certains langages, pour certains cas de figure, pour la prochaine fois, je peux chercher un exemple, mais j'ai compris qu'aujourd'hui, ça c'est une possibilité tout à fait réelle. Ce qui n'est pas encore le cas des langages interprétés qu'on utilise très fréquemment. Je pense que c'est assez rare comme exemple, mais en théorie, grâce à ce genre d'astuce, ça peut encore accélérer le fait de... Donc c'est compilation à la volée.
on appelle cette technique, si j'ai bonne mémoire, je sais pas, compilation à la volée, oui. Et c'est ce que fait Python aussi. Oui, oui. Just-in-time compile, just-in-time compilation. Oui, dans Python, d'autres langages. Oui, donc ça peut être utilisé comme une arme contre la compilation classique. Et du coup, comme c'est pas le cas avec Python, peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin. En fait, le Python, il est sur la liste des langages qui font, par exemple, cette compilation à la volée. Mais apparemment, pour les exemples que j'ai donnés, moi, cette technique n'a pas pu faire avancer Python. Pour cet exemple-là, même. Juste pour vous donner mon avis. Aujourd'hui, on ne peut plus dire d'une manière absolue que si c'est compilé, si c'est interprété, c'est moins rapide. D'une manière absolue. Généralement, c'est le cas. Donc, je ne veux pas vous démotiver à apprendre Python parce que je donne un cours de Python, mais il faut avoir une idée où on se situe. Et si vous pensez que ça vous démotive, je peux chercher pour la prochaine fois. Je pense qu'il doit y avoir des exemples où Python c'est quand même très très efficace parce que ça reste un des langages les plus utilisés. Et ça reste pratique en termes de haut niveau, que ce soit par exemple l'utilisation du dictionnaire, Tout ça. l'utilisation des librairies, il y a pas beaucoup de raisons. Oui, plus facile à comprendre le code. Vous regardez ce bloc de code, il est quand même plus facile à comprendre que celui-là. Non? Pas vraiment. Et si je passe au Java, regardez quand même le code Python ici, ce bloc de code. Et le Java, c'est quoi? Public, static, void, machin. Ça, je passe ça sous Python, vous comprenez? Donc, il y a des enthousiastes de Python qui... Je ne sais pas ce qu'ils diraient s'ils étaient là. Mais je pense qu'ils doivent avoir leurs arguments. D'autres questions ou on arrête, on peut passer au TPM.